Merci, c'est évidemment un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Ça a été dit, il faut remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis que cette réunion ait lieu. C'est important, on les appelle ça les militants et les militantes. Et sans eux, aucune vie politique n'est possible. Hugo disait cette belle phrase, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Eh bien, ceux qui consacrent leur soirée, leur dimanche, leur week-end à distribuer un tract, faire du porte-à-porte et à organiser cette réunion sont des gens vivants au sens plein du mot et permettent que nous puissions avoir cette grande délibération indispensable qu'est l'élection présidentielle. Merci à eux, merci à vous tous. Merci aussi, j'espère que vous comprendrez le sens de mon message. Merci au maire de cette commune qui nous a accueillis tout à l'heure très chaleureusement. Très chaleureusement. Il sait y faire, j'entends dire, indiscutablement. Je vais en dire deux mots. Il m'a dit qu'il était gaulliste. Je vais en dire deux mots. Mais je le salue parce qu'après tout, maintenant qu'on commence à rouler notre bosse un peu partout, eh bien, il y a des accueils différents selon les villes. Et je dois avouer que tout à l'heure, il a eu, on appelle ça un accueil républicain. Il faudrait préciser les choses. Mais quoi qu'il en soit, je le salue si certains de ses amis sont dans la salle. Et puis c'est un plaisir pour moi d'être avec Sabine Rubin et Alexis Quatennens. C'est une blague. Voilà, pour se retrouver. Bon, allons à l'essentiel, si je puis dire. On est dans la campagne. Bon, dans un moment très particulier. Une campagne, c'est aussi, j'ai dit, une délibération, et c'est une manière d'aborder quel est le pays dans lequel on veut vivre. Et finalement, et parler de perspective, parler d'horizon politique. Et tout simplement, ça a été dit par la camarade qui introduisait mon propos. Moi, je suis prof d'histoire. Et la question de l'histoire est une question très politique. Et l'occasion de cette campagne présidentielle doit être aussi, par moments, de se dire dans quel pays nous voulons vivre, vers quoi nous voulons aller, et quels sont aussi les différents ingrédients que nous ont transmis nos anciens. Bref, parler politique, c'est parler du pays dans lequel on veut vivre. Qu'est-ce qui fait que nous sommes français, françaises? Pourquoi nous aimons ce pays? Pourquoi parfois nous n'aimons pas ce qu'il a pu faire? Pourquoi nous voulons continuer? Pourquoi nous le voulons meilleur? À quelle référence nous appuyons? Le maire de la commune m'a dit qu'il était gaulliste. Tout le monde aujourd'hui, pas tout le monde, mais beaucoup de gens se disent gaullistes. Mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Éric Zemmour se dit gaulliste, tout le monde se réclame du général de Gaulle. Donc il faut préciser les mots. C'est une des difficultés de cette campagne. La bataille sémantique, la bataille des mots. Tout le monde se dit républicain. La droite, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, face à nous, leur groupe s'appelle Les Républicains. Le parti du président, c'est La République en marche. Le terme est utilisé par beaucoup de gens à tel point qu'on ne sait plus très bien ce qu'il signifie. La laïcité, je suis un laïc convaincu, radical. À une époque, on m'appelait un laïcard et j'étais fier de ce qualificatif. Mais j'observe qu'aujourd'hui, ce mot est utilisé pour lui donner une autre signification, une autre instrumentalisation. Et nombre de gens qui sont soi-disant des héros de la laïcité sont en vérité des tartuffes, qui n'appliquent qu'à géométrie variable et qui, après avoir complaisamment, pendant des années, financé nombre de cultes, étaient particulièrement peu républicains dans l'attitude vis-à-vis de certaines confessions, sont aujourd'hui d'une rigueur et d'une méchanceté vis-à-vis de certains de nos concitoyens, uniquement en fonction de leur culte. Et ça n'est pas la laïcité. Ça n'est pas ça. Donc parmi la bataille que nous avons à mener, c'est celle de redéfinir des mots. Et j'évoquais un de nos adversaires. Le candidat, il y en a plusieurs. Le candidat de l'extrême droite, Adrien Quatennens l'a dit, la ruse de l'extrême droite. Quand elle est au pouvoir, sa fonction politique est de mettre en quelque sorte, comme disaient nos anciens, des cerceaux de fer autour du système capitaliste pour frapper notamment les travailleurs qui pourraient se mobiliser pour pouvoir avoir des droits nouveaux. Mais aussi, dans une campagne électorale, ça a été évoqué précédemment, l'objectif de l'extrême droite, la vieille ruse qu'il met en application, c'est celle de trouver des moyens toujours de diviser le peuple, de fabriquer entre vous des contradictions qui amènent à ce que vous ne pouvez pas vous retrouver avec votre collègue de travail, votre voisin, dans des luttes sociales pour obtenir une émancipation, pour obtenir la justice entre les citoyens. Parce que, regardez-moi, vous et moi, nous n'avons pas la même couleur de peau, toi et moi, nous n'avons pas la même confession, toi et moi, nous n'avons pas le même sexe. Autant de raisons, paraît-il, qui devraient amener à ce que nous ne soyons pas chacun dans une aspiration profonde à l'égalité entre les citoyens. C'est ça la ruse de l'extrême droite, injecter à tout moment
un poison idéologique dans le débat pour faire en sorte qu'il y aurait les vrais Français, les faux Français, les Français de papier, les Français de je ne sais trop quoi, et en même temps de dire que nous serions dans une situation de colonisation, parce que finalement, celui qui vit à côté de chez moi, qui est mon collègue de travail, qui fréquente les mêmes commerces ou que sais-je, n'est pas véritablement de la même ancienneté ou de la même sonorité vis-à-vis de l'ensemble de sa culture, etc. Vous connaissez toute cette ruse qui amène à ce que certains d'entre nous, pris dans le tumulte de tellement de trahisons par moments, viennent à céder à ça, et c'est-à-dire finalement, bon, le problème, c'est pas le patron, le problème, c'est pas les injustices qu'a bien décrit Adrien Quatennens. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont là et qui finalement me prennent mon boulot, me prennent mon logement, etc., etc. Donc nous avons aussi cette bataille idéologique à mener. C'est parfois fort difficile. Et dans cette bataille idéologique et culturelle, pour nous faire peuple, pour éviter les manœuvres qui nous divisent, j'évoquais Éric Zemmour. Il termine, je regardais ça l'autre jour, ses meetings, avec cette phrase « Vive la République, mais surtout, vive la France ». Il y a dans cette phrase, pourquoi pas, un contenu idéologique assez intéressant. Oui, vive la France, indiscutablement, moi j'aime ce pays, passionnément. Mais vive la République surtout. Parce que la France que j'aime, c'est la France républicaine. Et plus précisément, parce qu'il faut préciser les mots, c'est l'aspiration profonde du combat républicain qui a souvent épousé le vieux combat du mouvement ouvrier qui s'est appelé par moments la lutte pour le socialisme, pour le communisme, la République sociale, la République qui crée les conditions que nous soyons tous des citoyens. Bref, en un mot, pas la Ve République. Pas la Ve République, qui est un régime très particulier. Là aussi, dans cette campagne, qui est un grand moment de pédagogie, il faut parler de cette affaire-là. Vous savez, il ne suffit pas de dire le mot de République ou dire « je suis républicain » pour qu'aussitôt nous nous inclinions en disant « ah, un ami et un camarade ». Non, ça dépend. J'observe précisément qu'aujourd'hui, notamment de la part de ce gouvernement, on parle souvent des fonctions régaliennes de la République. Pour eux, le mot République, c'est, vous savez, dans l'acronyme CRS, Compagnie républicaine de sécurité. C'est ça leur République. Mais nous, notre République, c'est celle qui à tout moment mène le combat pour la justice, même quand ça prend des formes parfois surprenantes. Tout à l'heure, Adrien citait un grand révolutionnaire. Je vais en citer un autre, notamment pour aborder des formes surprenantes que prennent aujourd'hui des mobilisations sociales. On a vu les Gilets jaunes, on a vu ce week-end ce qu'on appelle le convoi des libertés. Ça prend des formes parfois qui sont discutables. Mais rappelez-vous la phrase magnifique d'un révolutionnaire qui s'appelait Saint-Just, le camarade de Robespierre, qui disait « Les malheureux sont les puissances de la terre. Ils ont le droit de parler en maître au gouvernement qui les néglige. » Il disait ça en 1793. Oui, les malheureux ont le droit parfois de parler en maître et même de parler mal au gouvernement qui les néglige. Mais notre combat est d'être toujours du côté de ceux qui expriment une souffrance sociale, une injustice, et de ceux qui, sans doute, parfois de manière confuse, mais perçoivent bien ce que nous a décrit tout à l'heure Adrien, que beaucoup de richesses ont été produites et qu'il y a un problème dans ce pays qui est la profonde inégalité, la mauvaise répartition de la richesse. C'est ça notre combat, c'est notre combat majeur. Alors j'évoquais le grand sujet que nous avons à régler. Je vais vous faire un aveu. Sabine Rubin vous a dit des choses magnifiques que vous avez applaudi. Oui, il faut aujourd'hui défendre le service public. Adrien Quatennens vous a décrit avec une rigueur quasi chirurgicale les injustices de ce système et a avancé tous les terrains, les grandes pistes des terrains sociaux sur lesquels nous voulons avancer. Augmentation du SMIC, 6e semaine de congé payé, retraite à 60 ans. Mais je vais vous faire une confession. Aucune de ces mesures n'est possible. Aucune. S'il y a un acteur politique absent, une fois que nous arrivons en responsabilité. Et cet acteur politique, il s'appelle le peuple. Sans lui, sans sa mobilisation constante, sans sa pression exercée, y compris sur ceux qu'il désignerait comme ses représentants, aucune grande mesure n'est possible. Nous sommes instruits de l'expérience du passé. Il y a déjà eu dans ce pays des gouvernements dits de gauche. Et souvent, ce qu'ils ont fait, non pas que les femmes et les hommes qui étaient les députés ou les gouvernants étaient des gens mauvais, mais ils ont rencontré d'énormes difficultés. Car nos adversaires, ce que nous décrivaient les camarades avant, ces puissances d'argent, leur propriété notamment de puissants médias, ces outils idéologiques sont autant d'instruments qu'ils continueront à utiliser de manière déchaînée si nous arrivons en responsabilité. Nous aurons donc face à nous des terribles adversaires qui feront douter, qui feront reculer et qui amèneront à ce que même celles et ceux qui seront majoritaires dans les assemblées nationales ou pourquoi pas même le président de la République pourra par moments se dire « est-ce que je peux continuer à avancer ?» Donc ce qui donne de la force dans un processus politique que je vais qualifier, vous le savez,
parce qu'on a cherché à faire une révolution citoyenne, c'est-à-dire la capacité de changer vraiment profondément ce pays. Ça n'est possible que sans cette mobilisation de l'ensemble du peuple. Et la Ve République que je décrivais tout à l'heure est un régime très particulier qui peut fonctionner même quand le peuple est absent. Dernièrement, à l'occasion de 2 processus électoraux, élections régionales, élections municipales, nous avons eu 70% d'abstention. 70%. Je dis ici que quand le peuple ne vient plus voter, nous ne sommes plus véritablement en République. On a vu dernièrement des élections où celles et ceux qui ont été élus ont obtenu des majorités sur la base d'un secteur de 30% seulement des électeurs inscrits. Ça veut dire concrètement que vous avez des présidents de région, pétaradants bien souvent, qui sont élus seulement avec 15% des électeurs inscrits. Je me l'applique à moi-même pour que les choses soient claires, vu qu'en plus on passe actuellement sur les réseaux. Moi, j'ai été élu député d'une circonscription populaire dont je suis très fier, à côté de Paris, Montreuil et Bagnolet, la 7e de la Seine-Saint-Denis, avec 59% des voix au second tour. Mais reporté au nombre d'électeurs inscrits, je n'ai été élu que par 21% des électeurs inscrits de ma circonscription. Ça veut dire que 80% des habitants de ma circonscription n'ont pas voté pour leur député. C'est mon cas, c'est le cas de tous les parlementaires. Donc nous avons aujourd'hui à l'Assemblée nationale 577 députés qui en vérité ne représentent même pas un quart des électeurs inscrits. On a là un problème de fond. Et on a un gouvernement, en particulier Emmanuel Macron, élu dans des conditions que vous savez, 24% des suffrages au premier tour, mais seulement 18% des électeurs inscrits, qui au second tour gagne essentiellement dans une réaction à Madame Le Pen avec un socle politique et social extrêmement faible. C'est ça la Ve République. François Hollande, en connaisseur, disait à l'occasion d'un colloque sur la Ve République, ce qu'il y a de bien dans ce régime, c'est que même un gouvernement impopulaire peut continuer à agir. Il a tout dit. Alors comment... Ce que je veux vous dire, camarades, c'est que je connais la discussion entre nous. Oui, la question sociale. Oui, la question écologique. Oui, la défense des services publics. Oui, 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 1000 fois oui. Mais aussi la question démocratique. On ne pourra en vérité dénouer la question sociale et la question écologique que si on dénoue la question démocratique. Que si l'on dit clairement, et c'est au cœur de notre programme, que nous allons abolir la monarchie présidentielle de la Ve République. Et que le mandat que nous nous donnons... Et c'est l'objet d'une discussion, y compris, non seulement avec tous les candidats, mais aussi avec d'autres concurrents et candidats qui se disent de gauche. Nous n'allons pas le faire en réunissant une commission d'experts juridiques, peut-être talentueux, qui au terme d'un travail, va octroyer au peuple un texte magique où la seule question qui vous sera posée de manière binaire, êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Ça n'est pas cela que nous voulons. Nous voulons relancer une discussion profonde dans le pays, une discussion, une grande délibération dans le pays, en élisant et en convoquant une assemblée constituante pour élire des députés constituants. Et à l'occasion de cette convocation de l'assemblée constituante où vous désignerez les députés constituants, je rentre pas dans le détail, nous ouvrons même la possibilité que parmi ces députés constituants, certains d'entre eux soient tirés au sort afin que véritablement nous n'ayons pas une assemblée de gens qui sont des anciens élus de la Ve République, qui seraient amenés à discuter de quel nouveau régime il faut. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais la sociologie amène que si vous demandez à des anciens élus de discuter de la prochaine constitution, ils vont sans doute reproduire le même système qui leur a été profitable. Donc il faut véritablement qu'on ait des députés constituants que vous élirez qui participeront à cette discussion. Quel est le cœur de ce que nous voulons faire? Les amis, je vais vite, vous connaissez les éléments du programme, mais je veux que ce soit entendu. Une des idées fortes que nous porterons à l'occasion de ce débat et de cette élection des députés constituants. C'est l'idée que le peuple doit avoir des droits nouveaux, notamment sur un point qui est un débat extrêmement long. J'évoquais la Révolution française, c'est le vieux débat, le rapport entre le peuple, entre les représentants et les représentés. Sommes-nous des députés, des mandataires, des commis du peuple? Si vous connaissez toute cette discussion, elle est passionnante. Comment le peuple garde le pouvoir de contrôle vis-à-vis de celles et ceux qui le représentent? L'idée que nous avons, c'est pas une idée exotique, c'est de mettre en place le droit, la possibilité pour les citoyens, toujours de manière démocratique, si c'est une majorité qui le demande, de révoquer les élus en cours de mandat. Oui, le droit de révoquer les élus dans des conditions que nous avons précisées. Dernièrement, j'ai eu l'honneur de porter ça lors de notre niche parlementaire. Nous avons déposé
proposition de loi qui a été rejetée, mais notre idée, c'est qu'on puisse déclencher ce processus à partir de la mi-mandat, qu'un certain nombre d'électeurs significatifs puissent déclencher ce processus de référendum révocatoire et qu'une majorité en décide si oui ou non l'élu reste en place. Ça créerait un cercle vertueux qui amènerait à ce que vous ne soyez pas majeur seulement une fois tous les 5 ans, un dimanche où vous venez voter, puis après un mineur civique pendant 5 ans. Que vous puissiez garder le contrôle sur celles et ceux qui vous représentent. Non pas pour les châtier, non pas pour être méchant, mais pour qu'à tout moment, véritablement, en République, ce soit le peuple qui reste souverain et qui décide si oui ou non les décisions qui sont prises sont véritablement soutenues par une majorité. Nous sommes favorables à un référendum d'initiative citoyenne, le RIC, la possibilité que le peuple aussi, s'il le souhaite, puisse éventuellement mettre à l'Assemblée nationale des textes, abroger des textes, puisse intervenir dans le débat. C'est cela que nous voulons faire. La 6e République que nous portons justement a pour volonté d'assurer ce qui est en vérité l'objectif politique depuis toujours de ce qu'est la République, l'expression de la souveraineté populaire. Le grand Jaurès disait « Nous avons gagné le suffrage universel, mais nous n'avons pas encore gagné la pleine souveraineté populaire. » Et il avait raison. Dans tout ça, parmi nos propositions, il y a aussi la prise en compte du vote blanc. Il y a aussi la possibilité, pourquoi pas, accompagnant la prise en compte du vote blanc, d'un vote obligatoire, etc., etc., etc. Ce combat politique, il faut le faire passer dans la population. Parce que quand on fait du porte-à-porte, vous savez, beaucoup de gens nous disent des belles paroles, j'en ai déjà entendu. Wow, vous parlez bien, pourquoi pas, c'est intéressant. Mais qu'est-ce qui me prouve qu'une fois que vous serez élu, vous mettrez véritablement en place ce que vous me dites? Le droit de révoquer les élus est un changement profond du rapport entre, justement, le peuple et celles et ceux qui ont l'honneur de le représenter. C'est la possibilité que le peuple garde le contrôle, faites passer le message. Nous vous convoquons dans cette élection et nous voulons que le peuple soit convoqué, non pas pour choisir son prochain souverain, mais pour qu'il s'assure que dans cette élection, le prochain souverain, ce soit le peuple. Et ça amène à ce que l'engagement doit passer très clair, que si c'est Jean-Luc Mélenchon, pourquoi le dire comme ça? Quand Jean-Luc Mélenchon sera élu? Eh bien, il s'engage à être le dernier président de la Ve République. Il s'engage à ce qu'il crée les conditions de cette rupture avec la Ve République. J'ai évoqué tout à l'heure l'histoire, vous savez, la Ve République est un régime autoritaire, j'aurais dû le dire précédemment. Notre ami le maire se réclame du gaullisme, mais c'est en 1958, dans des conditions terribles, de la peur d'une quasi-guerre civile, parce que la question coloniale algérienne n'est pas réglée, de la menace d'un coup d'État militaire, oui, de la menace d'un coup d'État militaire en 1958. Savez-vous qu'un régiment de parachutistes avait pris le contrôle de la Corse pour faire pression sur les représentants politiques, afin que la 4e République cède face au retour du général de Gaulle. C'est ça les conditions dans lesquelles la Ve République a été mise en place. Avec en plus un changement à partir de 1962, où l'élection du président de la République a été au suffrage universel, alors que tous les républicains jusque-là ne voulaient pas de cette concentration de pouvoir sur le président de la République, parce qu'un des seuls moments de l'histoire politique où un président de la République avait été élu au suffrage universel, c'était durant la Deuxième République, et que l'homme qui avait été élu, qui s'appelait Louis-Napoléon Bonaparte, a fait un coup d'État contre la République et a mis en place un empire. Cette affaire avait été extrêmement tendue en 1958 et en 1962. En 1962, quand Georges Pompidou a présenté la volonté de réforme du général de Gaulle, s'appuyant sur l'attentat du Petit Clamart, de l'effroi que ça avait fait dans le pays, il a profité pour faire un changement institutionnel, pour donc être élu au suffrage universel. Georges Pompidou avait été mis en minorité à l'Assemblée nationale. Et Gaston Monnerville, président du Conseil, vous avez peut-être oublié tous ces personnages, avait dit que c'était une forfaiture. Le vocabulaire était très rude, à tel point que, peut-être de manière un peu excessive, mais un homme qui s'appelait François Mitterrand avait rédigé un livre en disant « La Ve République, c'est le coup d'État permanent ». Alors, il en a profité aussi. Mais les hommes sont ce qu'ils sont. Mais la critique politique, il faut la revoir. On en est là aujourd'hui. Donc il faut dénouer cette affaire. Éric Zemmour, que j'évoquais tout à l'heure, se félicite de la Ve République. Elle dit le mérite du général de Gaulle, c'est qu'il a mis fin au parlementarisme. Nous voulons au contraire recréer les conditions d'un régime de parlement. Non pas d'un régime de bavards, ce n'est pas le sujet, mais d'un régime dans lequel il y a à tout moment une prise de décision collective. La possibilité que ce ne soit pas un homme sur lequel des votes, des responsabilités se concentrent, mais au contraire que ce soit sur
des choses ouvertes dans lesquelles le peuple est sollicité. Donc vous voyez, vous avez devant vous beaucoup de travail. Non seulement à mener cette campagne, qui doit être menée en disant dans quel pays nous voulons vivre, que nous aimons passionnément ce pays, et c'est pourquoi nous voulons une république démocratique, sociale et laïque. Nous connaissons son histoire. Quand nous parlons d'une assemblée constituante, nous ne sommes pas exotiques. Il y en a déjà eu 4 assemblées constituantes dans l'histoire de France, dans tous les moments importants. La France des jours heureux dont on entend parler, magnifique, 5e semaine de congés payés, sécurité sociale, elle est née dans la convocation d'une assemblée constituante au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et le premier texte qui a été présenté aux Français a été rejeté par référendum, et c'est la deuxième mouture qui a été adoptée. Oui, assemblée constituante, condition du changement de régime. Aimons notre histoire. Je fais une parenthèse, tiens, puisque je suis au Pays Basque. Chaque fois, vous allez dire que c'est hors sujet, mais pour dire qu'on peut aimer le Pays Basque et être fidèle à l'histoire de la Révolution française. Savez-vous qu'ici, il avait un député de Navarre, qui s'appelait Étienne Polverel, et qui est celui qui a été envoyé à Saint-Domingue pour aller discuter avec les colons qui ne voulaient pas des réformes sur les esclaves. Et Étienne Polverel, avec un autre qui s'appelait Sontonax, sont les 2 députés qui ont participé à l'abolition de l'esclavage pour la première fois dans l'histoire de l'humanité durant la Révolution française. Le saviez-vous que c'était un avocat basque qui avait fait ça, qui est allé à Saint-Domingue et qui, le 4 février 1794, a permis qu'on abolisse l'esclavage? Ça, c'est l'histoire de France. Quand j'entends parler de cancel culture, soi-disant, mais ceux qui font de la cancel culture qui effacent l'histoire de France, c'est ceux qui ne veulent pas parler de l'histoire des révolutions, des histoires sociales, des histoires des femmes, des histoires des esclaves qui se libèrent. Ça aussi, c'est de l'histoire de France. C'est de la belle histoire de France. C'est pas une histoire qui dit que le peuple est un acteur mineur et que des grands hommes, jamais des grandes femmes, est venu nous octroyer je ne sais quel droit. Tous les droits, nous les avons obtenus par nos mobilisations. C'est la leçon de cette campagne. Je le répète, ne faites confiance à personne. C'est un mauvais comportement de faire confiance. Même pas à nous, d'un certain point de vue. Non, mais je le dis sérieusement. Et je le dis pour la pédagogie de la discussion. Nous ne cherchons pas à enivrer le peuple autour de je ne sais trop quel personnage omniscient qui, à lui tout seul, par ses pouvoirs surnaturels, va régler l'ensemble des problèmes du pays. Ce que nous voulons engager, c'est un processus politique de mobilisation populaire. Nous en avons besoin pour la campagne. Dans les semaines qui restent, nous en aurons besoin une fois arrivés en responsabilité. Mobilisez-vous sur les lieux de travail, dans les quartiers. Battez-vous pour des droits nouveaux. Contrôlez celles et ceux qui prennent des décisions en votre nom. Ne faites confiance à aucun pouvoir politique. Tous les pouvoirs politiques amènent à ce que parfois on a des moments de faiblesse, évidemment. Il ne s'agit pas d'une société du contrôle permanent, mais d'une société démocratique où l'acteur politique majeur et le moteur de toute chose, c'est ce peuple. Les amis, je vais terminer là-dessus. Et Adrien Quatennens a dit les choses, mais je vais le répéter. Parmi les ruses que nous avons face à nous, c'est une forme aussi de démobilisation permanente que certains entretiennent. La gauche est divisée, oh, cette fois-ci c'est perdu, restez chez vous, à quoi ça sert, franchement? Premièrement, on se retrouve dans des situations aujourd'hui où c'est un peu piquant, mais il n'y aura pas plus de candidats de gauche que d'ordinaire, sans doute qu'il y en aura 5, ce qui historiquement est plutôt étiage bas pour les élections précédentes, et là où il y aura beaucoup de candidats, c'est plutôt à droite et l'extrême droite. Deuxièmement, je vais dire les choses simples. L'union est un combat, pas une combine. Oui, l'union est un combat. Mobiliser des gens, aller chercher les abstentionnistes, les convaincre que cette fois-ci, il y a la possibilité de changer les choses vraiment, non seulement sur des réformes sociales et écologiques, mais par des droits nouveaux qui leur sont octroyés. Aucune combine ne marche, aucun raccourci. C'est que ce travail-là qui pourra nous permettre d'arriver à bon port. Et je vais répéter ce que vous a dit Adrien et aussi Sabine. Il y a exactement 5 ans, et j'ai la mémoire de cette campagne, mais je veux que tout le monde s'en souvienne, puisque tout le monde aujourd'hui veut nous faire baisser la tête uniquement sur des études d'opinion et des sondages. Il y a exactement 5 ans, au même moment, les mêmes instituts de sondage plaçaient Jean-Luc Mélenchon exactement au même score où il est aujourd'hui. 11% ou 10,5% pour certains. Et au terme d'une campagne, vous savez, jusqu'au 18 mars 2017, le candidat qui était en tête, c'était le candidat du Parti socialiste, qui était dans les sondages à 15,5%, et après il a pris le toboggan pour des raisons que je ne vais pas décrire ici. Et nous, on a terminé avec vous à 19,5% des voix et 7 millions. Ce que je veux dire, tout simplement, et faites passer le message,
Et s'il y a des amis dans la salle qui sont plutôt jusqu'à présent des sympathisants socialistes, des sympathisants écolos, des sympathisants de Christiane Taubira ou que sais-je, ou des sympathisants de Fabien Roussel, ce que nous avons fait ensemble il y a 5 ans, si nous le refaisons tout simplement, alors nous serons au second tour de l'élection présidentielle. Et que l'on vienne me dire pour quelles raisons, autour de quel désaccord majeur, autour de quelles questions infranchissables, on ne pourrait pas tout simplement refaire ce que nous avons fait en 2017. Et puisque j'ai salué les choses, il y a aujourd'hui quelqu'un qui a été candidate du Parti socialiste à l'élection présidentielle, qui a été la première femme à être au second tour d'une élection présidentielle, Madame Ségolène Royal, qui a dit il y a quelques heures qu'elle votera Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est aujourd'hui le candidat le mieux placé. Alors si Ségolène Royal le dit, amis de gauche qui avaient déjà voté pour elle, qui avaient voté pour nous en 2017, il y a un bulletin de vote qui peut écrire l'histoire de ce pays. Ratez pas l'occasion. Merci à tous.